C'est un rêve qui vient de s'accomplir. Dans les années 60, alors jeune Premier ministre, Pascal Lissouba avait déjà tenté de mobiliser les capitaux internationaux pour parachever Sounda. 30 ans plus tard, grâce à la coopération entre le Congo et l'Afrique du Sud, il a pu combler les attentes de tous, relancer Sounda, qui doit consacrer l'indépendance énergétique du Congo. Les travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Sounda, objet de cette relance, concernent dans leur première phase la mise en place d'une puissance installée de 50 MW, immédiatement fonctionnelle après 14 mois de travaux. 8 mois plus tard, cette puissance devra passer à 240 MW, objet de la deuxième phase, avant d'atteindre 1000 MW dans sa phase terminale. Avec l'implantation de cette première phase et la relance du Djoué, le Congo atteindra une augmentation de plus de 89% par rapport à sa capacité de production énergétique de 1995. C'est une croissance extraordinaire et significative de la capacité énergétique du Congo. L'histoire de Sounda sera celle des occasions trouvées, retrouvées, mais pas masquées. Le feu d'artifice splendide et nourri pour l'utile, le gâteau et le champagne à flot pour l'agréable, la légitime joie des populations et des principaux artisans qui ont été décorés pour cette œuvre pharaonique, l'inauguration de la barge de production de Nkossa a eu des symboles. Premier symbole, l'avenir. Nkossa, c'est une grande première mondiale dans l'histoire de l'exploitation pétrolière, 5 millions de tonnes par an avec une production qui s'étale sur 30 ans. Pour cette raison, le président Pascal Lissouba a placé cet événement sous le signe de l'avenir incarné par la jeunesse. Dès son arrivée à l'aéroport de Pointe-Noire, au milieu de la liesse populaire qui a caractérisé son accueil par les Pontonégrins, il a trié sur le volet 2 écoliers, Priska, 13 ans, et Berlan, 14 ans, pour les emmener en hélicoptère sur la barge de production de Nkossa à 60 km de la côte maritime. Initiative très originale, favorablement accueillie par les Pontonégrins et la classe politique congolaise. Deuxième symbole, la convergence de visions et d'intérêts entre le Congo et la société Elf Aquitaine, représentée par son président directeur général, Philippe Jaffré. Le chemin à parcourir a été long. Pour mener à bien ce projet, il fallait constituer des partenariats, rapprocher les points de vue, en somme, créer des synergies pour bénéficier des moyens financiers plus importants, des capacités opérationnelles plus fortes et d'un savoir-faire plus étendu. Dans son mot de bienvenue sur la barge, le président d'Elf Congo, M. Izoard, a fort bien rappelé ce parcours. Le chef de l'État, lui, s'est dit ému avant de procéder à la coupure du ruban symbolique et de dévoiler la plaque commémorative inoxydable frappée des emblèmes de Elf, Chevron, Hydro-Congo et Énergie Africa, principaux acteurs de cette œuvre technologique. Principal temps fort de cette cérémonie, le lancement d'un puits par le président Pascal Lissouba, depuis le centre nerveux de la barge de production de Nkossa, truffé d'ordinateurs. Moment inoubliable, chargé d'émotions et des mots pour le dire, dans le livre d'or de la barge. Ce jour, 22 novembre 1996, a écrit le professeur Pascal Lissouba, demeure pour moi un jour superbe, à la gloire du génie humain par la construction d'édifices d'apparence contre nature, mais que d'équilibre agencé à partir des lois parfois antagonistes. À tous les artisans, à tous les concepteurs et à tous les managers, bravo, et toutes mes félicitations pour cette superbe réalisation et merci pour avoir permis de rêver. Rêver était sur toutes les bouches à Pointe-Noire. Nkossa est venu pulvériser tous les records de l'industrie pétrolière au Congo, mais ce n'est pas tout. Ici, au fond, cette infinie nature n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. Déjà, on parle du gisement de Moho qui serait plus grand que celui de Nkossa.
professeur Pascal Issouba a procédé à la visite des chantiers routiers exécutés par Socofran en sous-traitance avec l'Auxerre sur la route du Gabon et par Astaldi sur l'axe d'Oliziki-Mongo. Il a par endroits formulé quelques remarques d'ordre technique sur la réalisation des travaux qui ne sont pas toujours exécutés suivant les règles de l'art. Le président Lissouba, qui veut de routes fiables, a demandé aux techniciens d'être des artistes et de se conformer aux exigences qu'impose la réalisation d'une route résistant à l'épreuve du temps. Entre la poussière, les maisons couvertes de chaume, les palmiers et la pluie, les habitants de l'axe Ouesso-Keta, à la lisière de Sembé, se sont offerts ce matin un cocktail de kermesse. Des légitimes retrouvailles avec Pascal Issouba que ces populations n'avaient pas revues depuis 4 ans. Principal motif de satisfaction, la réfection de la route Sembé-Soinké, naguère vulgaire piste des éléphants, que le génie humain a transformé en véritable poumon économique de la région, qui voit passer des milliers de tonnes de café et de cacao. La réfection de cette route a été entreprise à la demande du ministère de l'Agriculture, des Eaux et Forêts, sous la forme d'un troc route contre taxe inhérente à l'activité forestière entre le gouvernement congolais et toutes les sociétés forestières du Nord Congo. Des sociétés qui participent financièrement ou en matériel sous la responsabilité technique de la compagnie industrielle des bois qui gère l'ensemble des travaux et de la société congolaise des bois de Ouesso sur l'axe Ouesso-Keta. Notre société a 1 ou 2 machines sur la route, CIB a des machines, il y a du matériel de la SFAC et les autres sociétés participent financièrement également. Donc pour l'instant, donc là vous voyez le tronçon Ouesso-Keta. J'ai appris que les travaux sont en cours jusqu'à 25 km à peu près de Sembé, où je pense qu'on arrivera vers le mois de fin novembre. Et ensuite, il reste le tronçon Sembé-Soinké. Donc je pense que pour janvier, l'ensemble des travaux devrait être terminé. À combien on peut estimer l'ensemble des travaux? Apparemment, jusqu'à présent, on en est déjà à 400 millions. Donc je suppose que ça tournera autour de 500-600 millions entre le matériel et les contributions financières pour faire cette route. Mais c'est une route très très importante pour la région puisqu'elle désenclave complètement une région qui depuis plus de 4 ou 5 ans, on ne pouvait plus l'atteindre. La réfection de cette route, reprofilage et rechargement à certains endroits, permettra un redéploiement de l'agroforesterie et des plantations de café et de cacao abandonnées depuis plusieurs années. D'ici 1 à 2 ans, on devrait pouvoir sortir 3000 tonnes de café et de cacao. Dans la foulée, le gouvernement doit entreprendre les travaux de l'axe reliant la Sanga à la cuvette, abandonnée il y a 10 ans. Nous remercions le gouvernement qui nous a fait la route. Il nous a fait la route. Maintenant, nous évacuons nos produits rapidement. Café, cacao, très bien. On passait, on dirait que des gens qui, comme on pourrait dire que même des éléphants, qui étaient en bus, tout ça, c'était difficile pour faire appuyer. Moi, je quitte ici Ouesso pour aller à Sembé. Il fallait monter 2 semaines en route. Hein. Vous voyez, c'était très difficile. Or, actuellement, ça va. Maintenant, actuellement, c'est le même jour. D'ailleurs, pour un bon chauffeur, de rouler maintenant aller-retour. Hein. Actuellement, très très bien, pas de problème. Dans la foulée, il est allé à Talangaï pour voir de ses propres yeux comment et à quel rythme s'exécutent les travaux sur l'avenue Marien-Gouabi, car il s'agit pour lui de travailler cette route une fois pour toutes en respectant scrupuleusement les règles de l'art. À la vérité, les populations habitant le long de cette avenue étaient comme sinistrées, l'avenue étant devenue impraticable du fait de son état de dégradation très avancé.
La réfection de cette avenue procure un grand soulagement à l'ensemble de la population de Talangaï. Elles sont d'ailleurs venues le témoigner au président de la République. Au niveau du PK100, il y a l'entreprise Tabé qui a commencé à réhabiliter ce tronçon en y mettant, en prenant toutes les dispositions qui tiennent compte des conditions géotechniques, des conditions climatiques, hydrauliques, mais aussi en tenant compte du fait que sur cette route, il passe un trafic lourd très important. Et donc, la réhabilitation tient compte de ces genres de contraintes. La mise en œuvre sur le chantier, ce que nous avions vu, se passe normalement sous l'œil vigilant des bureaux de contrôle, le bureau GOF Ingénierie, associé au bureau de contrôle du bâtiment et des travaux publics. Devant la faillite virtuelle du réseau routier national, Pascal Lissouba voulait des routes un peu plus larges et bien faites. C'est ainsi qu'il a fait donner le coup d'envoi de la route Dolizy-Kimongo-Londé-Lacaille par son directeur de cabinet, Claudine Munari, tout ceci pour le bien de ces populations enclavées. Situé à Poto, sur la rue Mfoua, entre le passage à niveau et l'avenue Nelson Mandela en face de l'école pilote de l'Amfoua, ce centre, entièrement financé par la Fondation Sur un pied d'égalité, une ONG hollandaise, permettra d'assurer la couverture des besoins du Congo en matière de handicap et réduire le nombre d'évacués sanitaires hors du pays. Ce bâtiment, qui couvre une superficie de 231 mètres carrés pour un coût global des travaux de près de 60 millions de francs CFA, comprend une salle de machines, d'orthèses, de prothèses, d'entraînement à la marche, de cordonnerie et bandage. La liste est bien longue. C'est l'épouse du chef de l'ITA, Jocelyne Lissouba, qui a procédé à la coupure du ruban symbolique qui consacrait la remise officielle de ce centre au Haut Commissariat chargé des personnes handicapées. Madame la Présidente et épouse du chef de l'État, merci pour votre disponibilité permanente à l'endroit des couches défavorisées et des personnes handicapées. Merci pour toute cette attention qui vient du cœur. La question du handicap constitue un grand défi économique et social dans le monde. Au Congo, elle est inscrite au plus haut niveau de l'État, notamment dans le programme gouvernemental. La présence de quelques membres du gouvernement Ganao ce matin à cette manifestation en est la parfaite illustration. Situé à une dizaine de kilomètres au nord de l'Oudima, le centre de formation militaire jouit d'un statut légal, au même titre que ceux de Makola, Mbunda ou Gamboma. Avec ceci de particulier que ce centre s'est tourné vers les activités d'appui au développement. Il se veut le miroir d'une véritable armée de métier, l'armée de demain faite de soldats qui sachent manier, outre les armes, tous les outils d'une agriculture performante, les outils de la technologie moderne au service des populations. Ce centre, qui s'est constitué autour de l'ancien camp de la Chouapo, est doté d'un grand atelier de ménugerie. Les militaires en formation se donnent à cœur joie à la manipulation des machines de tous ordres. Des tables-bancs, des lits et autres se fabriquent à la chaîne. Non loin d'ici, un autre atelier, celui de la soudure, de la mécanique et de l'électricité auto. Dès leur arrivée ici, les militaires ont remis en état tous les engins agricoles abandonnés par la Chouapo, ce qui a permis l'éclosion d'une agriculture très compétitive. On y cultive de l'arachide. Le centre est devenu, en quelques années, l'un des fournisseurs de la MAB.
des concombres, de la tomate, des oignons et plusieurs pieds d'ananas qui sont à la phase expérimentale. L'élevage est tourné sur la volaille, porcin et ovin, destinés à la vente. Lors des fêtes de fin d'année, le centre a fourni l'essentiel de produits d'élevage en Kayi, Loudima et Dolisie. Une grande partie a été acheminée à Brazzaville et Pointe-Noire. Bon, le travail ici à la ferme de la Sopo, c'est-à-dire ça consiste par rapport à l'élevage des bovins. Bon, plus nous avons aussi des cochons. Bon, nous avons notre poulailler, là où on avait plus de 500 poussins qu'on avait reçus, mais par rapport à notre nutrition, on a pu au moins payer de 50 poussins, et puis la vente était de 450. Le Centre de formation militaire et d'appui au développement, en abrégé CEFMAD, poursuit donc sa route vers l'autosuffisance alimentaire, lentement mais sûrement. Dans la partie militaire, ce qui surprend, c'est la modestie. Aucun signe ostentatoire, pas plus qu'il n'y a de présence étrangère à notre arrivée. Produire pour assurer l'autosuffisance alimentaire des Congolais d'ici 2 ans, c'est l'objectif que se sont fixés les fermiers sud-africains arrivés dans le pays il y a quelques semaines. Nous nourrissons de manière autosuffisante 45 millions de Sud-Africains et pourquoi pas 2 millions de Congolais. Cette phrase très rassurante a été lâchée par les fermiers sud-africains dès leur arrivée à Brazzaville. Pour réussir ce pari, les Sud-Africains ont décidé dans un premier temps de s'installer dans la vallée du Niari, et ceci pour 2 raisons fondamentales. D'abord parce que la vallée du Niari est reconnue depuis toujours comme étant le grenier du Congo. En effet, cette localité offre des atouts favorables au développement de l'agriculture et de l'industrie agro-pastorale. Son sol riche et fertile, sa pluviométrie abondante, ses pâturages riches, son réseau hydrographique dense et sa main-d'œuvre dynamique sont autant d'éléments susceptibles de favoriser le développement